Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran là sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. Et la deuxième chaîne YouTube c'est DMG TV, histoire mystique exclusive où on poste tous les 15h00 heure du Cameroun des histoires exclusives. Voilà, je vous invite à vous abonner partout, Facebook, YouTube, TikTok pour nous suivre. Et voilà, on fait le direct tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok qui est toujours DMG TV. Voilà, donc on va écouter 10 histoires aujourd'hui. S'il vous plaît, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Laissez des likes, commentez, partagez. Je sais, j'ai fait la même introduction tout le temps, oui, mais c'est ça. Laissez des likes, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Ça ne coûte rien de nous donner un peu de force avec juste un like. Voilà, merci beaucoup. Écoutons la première histoire. Oui, DMG, j'ai une autre histoire. Ça se passe dans ma famille. C'est une cousine à ma mère qui a eu une fille. Donc, elle a sa première fille et avant même le retour des couches, elle tombe enceinte. Donc, elle comprenait rien du tout. Donc, elle se retrouve enceinte. Donc, elle est enceinte et la première fille marche à peine, n'avait même pas commencé à marcher qu'elle accouche de la deuxième fille. Et les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Elles sont comme des jumelles. Mais ce qu'elle avait remarqué, c'est que les deux, la deuxième fille n'arrêtait pas de taper sur la grande. Tout le temps, tout le temps. Et elles ont toujours grandi comme ça, où elles n'arrêtaient pas de se battre. Et la grande, elle fuyait toujours. Et la petite, c'était une teigneuse. Elle passait son temps à poursuivre sa sœur. Mais quand elle rampait, c'était comme ça. Quand elle marchait, tout le temps, la bagarre, la bagarre, la bagarre. Donc, un jour, quand elles ont commencé à marcher, quand elles ont commencé à parler plutôt, la mère pose la question à la dernière en disant « Mais pourquoi tu tapes toujours sur ta grande sœur? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?» Dire oui, elle m'a volé quelque chose. Mais elle t'a volé quoi? Elle t'a volé. Donc lui dit, bah, écoute, si elle t'a volé un gâteau ou un truc comme ça. Non, 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 elle m'a volé quelque chose. Donc il se passe du temps. Donc elles doivent avoir dans les 4 ou 5 ans. De nouveau, la bagarre éclate. Et à chaque fois, on ne pouvait pas les laisser toutes les deux toutes seules. Tout le temps, c'était la bagarre. Donc, à un moment donné, ça commençait quand même à inquiéter les parents qui se posaient, qui se demandaient vraiment ce qui se passait quoi, entre les deux. Et c'était vraiment, c'était pas une petite bagarre, c'était vraiment un truc où la deuxième n'arrêtait pas de dire, tu vas me le rendre, enfin, tu vas me rendre ce que tu m'as pris. C'est bien, tu as fui pour venir jusqu'ici, mais je t'ai rattrapé, tu vas me le rendre. Et donc, la mère en parle avec son mari quand même que cette affaire commence à être un peu risquée et bizarre parce que deux sœurs ne peuvent pas se détester comme ça. Encore la première, ça va, mais la cadette, elle n'arrête pas de taper sur son aîné et de lui réclamer quelque chose. On a beau essayer de faire parler, lui demander qu'on allait payer, de restituer. Mais la deuxième ne veut rien savoir, que sa sœur doit absolument lui rendre ce qu'il lui a volé. Donc, vers les coups de 7-8 ans, et là, il y a une bagarre qui éclate encore entre les deux. Ça se calme et à chaque fois, ça revenait. Et donc, vers les 7-8 ans, là, elle recommence à s'étriper. Et cette fois-ci, la vérité est sortie. Les parents les font asseoir en disant mais cette affaire c'est compliqué donc nous on ne comprend pas. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe? Voilà ce que la seconde va raconter parce que depuis là l'aînée est toujours muette, elle dit rien. Et donc la seconde dit ben voilà, là où on était dans notre royaume, elle m'avait emprunté de l'argent. Elle m'a dit, je vais te rendre ton argent parce qu'elle avait besoin d'argent pour ses enfants. Parce que son mari était parti. Donc, elle avait besoin de l'argent et elle a promis me rembourser.
Sauf que les mois ont passé, les années, elle ne me rendait pas mon argent. Et puis, elle a décidé de fuir. Donc, en fuyant, elle est venue jusqu'à ce royaume-ci. Et là, moi, je l'ai cherché et on m'a indiqué que c'était par ici. C'est pour cela que je suis venue. Moi, depuis, je lui dis de me rembourser ou qu'on parte, on reparte ensemble pour qu'elle aille travailler pour me rembourser mon argent. Et elle ne veut pas me rembourser. Donc, du coup, je suis bloquée ici avec elle et moi, j'ai mes enfants qui me cherchent. Donc, il faut absolument qu'elle me rembourse pour que je puisse repartir chez moi. Alors là, c'était vraiment un coup de tonnerre dans la famille. Mais quel argent, mais quel royaume. Et là, les parents ont dit, bah, écoute, on va te donner. Donc, à l'époque, ma mère me dit, parce que ça, on en a beaucoup parlé dans la famille, on te donne 25 francs. Elle dit, non, c'est pas cet argent. Comment était cet argent? Elle dit, ben, cet argent ne se trouve pas ici. C'est l'argent du royaume. Donc, il faut absolument qu'elle me rembourse mon argent. Et donc, c'était vraiment un gros problème dans la famille. Mais après, on les a amenés chez un praticien qui a décidé, pour que les choses s'arrêtent, de leur fermer la tête, c'est-à-dire faire une cérémonie de l'oubli pour qu'elles oublient tout leur passé et vivre l'instant présent. Donc, suite à la cérémonie de l'oubli, c'est comme ça que les deux sœurs ont pu se réconcilier parce qu'au sortir de là, elles se rappelaient plus du tout de rien. Elles savaient qu'elles étaient l'enfant du même ventre, donc c'était des sœurs et que, bon voilà, elles étaient sur ce terme, mais ça reste toujours une interrogation dans la famille parce que de temps en temps, on essaie de parler de ça, mais elles se rappellent plus de rien, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est des grandes femmes, elles ont la quarantaine bien sonnée, mais c'est des personnes qui intriguaient dans la famille parce qu'elles se ressemblaient tellement. Et donc l'autre avait pris l'apparence de l'autre pour mieux se fondre dans la masse, pour pouvoir se rapprocher d'elle, pour restituer la dette. Donc voilà. Donc c'est une histoire vraie parce que moi je les connais. C'est des cousines éloignées. Et donc aujourd'hui, elles s'entendent très bien, mais je me rappelle aussi à cette époque-là comment elles étaient, c'est tripé, quoi. C'était horrible de les voir se battre. Donc voilà. Donc c'est pour dire que effectivement, il existe plusieurs mondes. On peut dire 2 mondes, 3 mondes, on ne sait pas. On ne sait pas de quelle galaxie elles arrivaient, mais elles ont atterri quand même sur cette terre. Et puis bon, voilà. Donc du coup, voilà, on a vécu ça dans la famille. Et c'est des personnes qui ne sont pas reparties, qui sont encore là. Et elles ont fondé chacune une famille. Et elles vivent tranquillement avec nous. Et il n'y a pas de moralité dans cette affaire, mais c'est pour dire que juste que ceux qui ne croient pas au mystique, que des choses qu'on ne maîtrise pas, qui sont invisibles à nous, sont là, ça existe réellement, et c'est à nous de faire vraiment attention à qui on côtoie, parce que des fois des gens arrivent de l'autre monde et on ne sait pas par leur comportement, on essaie d'expliquer l'inexplicable des fois. Soyez bénis. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la deuxième histoire. Bonjour DMG. J'ai une petite histoire à raconter. Bon, mon histoire est de donner conseil à ceux qui ont vu les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui est bien assis, à l'aise, il a tout. Les autres ont vu. Mais eux là, ceux-là que nous envions là, eux ici à leur tour nous ont vu. Par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre simplicité, nous sommes libres à faire tout. Par rapport à eux, ils sont obligés à faire certaines choses que leur cœur ne veut pas faire, mais ils sont obligés de faire. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Mon histoire, c'est comment? C'était une femme qui s'est mariée avec un homme. L'homme était riche, il avait tout. Et après, ils ont eu 3 enfants. Mais la femme ne connaissait pas la provenance de la richesse de son mari. C'est seulement après avoir 3 enfants qu'un beau jour, le mari lui dit, le moment est venu, ma femme doit te dire la provenance de mes richesses.
Et le monsieur a dit à la femme, comme le monsieur a vu déjà qu'ils ont déjà 3 enfants, par rapport à ce qu'il va dire à sa femme, et après là, ils n'auront plus des enfants. Comme ils ont déjà 3 enfants, ça leur suffit. Et le jour, la femme a dit, raconte-moi. Et le monsieur a dit que moi, je suis un occultiste, dont la provenance de mes richesses là, ce sont des sciences occultes. Et à partir d'aujourd'hui, si tu veux que nous demeurions de la richesse, tu dois sortir avec un autre homme. La femme a dit. Donc c'est ça, c'est tout. Le monsieur a dit c'est tout comme demande. La femme a dit c'est pas un problème. Et le monsieur a dit l'homme que tu vas sortir avec lui, tu vas pas le chercher dehors. Mais tu vas l'attendre seulement ici dans la maison. La femme a dit comment ça? Oh, toi, à partir de minuit, tu dois rester dans la chambre. Dès qu'il est 23h55, tu dois rester dans la chambre. Et le monsieur là va apparaître dans la chambre. La femme a dit comment ça? On dit fais seulement ce que je t'ai dit. Et à partir de 23h55, là, la femme est restée dans la chambre et le monsieur s'est mis au salon. Subitement, à minuit pile là, la femme sent un grand vent dans la chambre. Le monsieur lui avait dit si tu cries, après ce que tu verras là, si tu cries, la suite ça te regarde. Donc faut pas crier. Et la femme s'est retenue dès il a senti un vent terrible dans la chambre. Comme la maison était en étage, les chambres étaient en haut. Et elle a senti un vent terrible souffler de la chambre. Et c'est un gorille, un gros gorille qui est apparu. Et la femme s'est ressaisie. Elle avait vraiment peur, elle tremble de peur. Un grand gorille. Et le gorille là, a fait l'amour. Et en partant, le gorille s'est transformé en serpent. Et après là, le monsieur a su que tout est fini. Le monsieur est remonté dans la chambre. Et à partir de ce jour-là, c'était tous les jours à minuit, tous les jours. Et la femme, depuis le premier jour qu'elle était sortie avec le gorille là, la femme a commencé à saigner 1 année, 2 ans, 3 ans. La femme ne faisait que saigner. Et la femme a maigri malgré qu'elle roulait carrosse. Elle a maigri. Donc après un beau jour, la femme a dit non, j'ai supporté, je n'en peux plus. Et elle était obligée d'aller voir un prêtre. Et le prêtre lui a dit, si tu veux sauver ta vie, il faut sortir de cette maison. Et laisser tout, n'amène rien, n'emporte rien que le mari t'a acheté. Que tu achètes avec l'argent de ton mari, n'amène rien. Et la femme était obligée de sortir. La femme a dit au prêtre, mes enfants. La femme a dit, c'est sans vos enfants. Ton mari ne fera rien aux enfants. Il ne fera rien. Donc toi, pour sauver ta vie, tu dois seulement sortir, bras ballants, n'amène pas quelque chose acheté par l'argent de ton mari. Et la femme était obligée de sortir de la maison conjugale. Elle a tout laissé, et elle est partie. Bon, bref, c'est un peu ça mon histoire. Parce que les gens ont tendance d'envier. Quand vous voyez quelqu'un rouler carrosse, la fille là, la femme là, son âge. Mais toi, tu ne sais pas ce qu'elle vit, tous les jours. Au contraire, toi, estime-toi heureux parce que tu es libre. Nuit comme jour, tu es libre de faire ce que tu veux, tu es libre. Bon, merci, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, écoutons la 3e histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la team. Je viens vous raconter une histoire qui s'est passée quand j'étais adolescente. Alors, c'était un après-midi, j'étais à la maison et j'ai une cousine qui est venue me rendre visite, une cousine qui n'habitait pas très loin, qui est venue me rendre visite à la maison. Donc elle vient me rendre visite et tout, on passe du temps et il est l'heure pour elle de rentrer chez elle. On avait pour habitude de se raccompagner. Donc on a marché ensemble et sur le chemin, je vois une vieille femme qui n'a pas de pieds. Elle n'a pas de pieds, donc elle n'a même pas de jambes en fait, même les cuisses elle n'en a pas. Donc elle marche sur ses mains, c'est-à-dire elle met 2 morceaux de bois dans la paume de ses mains et elle tire son derrière
sur le sol. Donc moi, j'ai pitié quand je vois ça. Je suis saisie d'une pitié et je la regarde, je dis, mais comment on peut vivre comme ça? Et ma cousine me dit, fais attention, la dame, c'est une sorcière. Je dis, mais c'est une sorcière, oui, son fils lui a construit une maison, elle ne veut pas vivre à l'intérieur parce que son fils est pasteur et tout. Bon, elle m'a raconté toute une histoire. Je dis, c'est n'importe quoi, en fait, c'est une vieille femme, voilà, peut-être c'est la vieillesse qui fait ça. Et on se disputait, on discutait de ça sur le chemin, ma cousine et moi. Je ne sais pas si la dame nous a entendus. Elle m'appelle, elle me dit, ma fille, s'il te plaît, viens. J'y vais, elle me dit, vu qu'elle n'avait pas de pied, elle était vraiment en bas et moi j'étais debout, donc je la regardais de haut. Et elle me tend 2 pièces de 25 francs. Donc ça fait 50 francs. Elle me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux aller me prendre un sachet d'eau? Et elle m'a donné les pièces. Quand elle m'a donné les pièces, elle m'a regardé dans les yeux. C'était vraiment un regard, j'ai eu peur. Mais après, je me suis dit, c'est mon imagination, je vais prendre de l'eau. Donc je suis allée à la boutique, je lui ai pris de l'eau et je lui ai donné. Elle m'a dit merci, elle a continué son chemin. Moi, j'ai continué avec ma cousine, je l'ai accompagnée, je suis rentrée chez moi. Et il était l'heure de dormir. Donc je dormais avec ma grande sœur. Il était l'heure de dormir. Donc quand je vais dormir, je vois, je m'allonge et je ressens toute une masse qui passe dans mon corps. Et bien avant ça, quand elle m'a regardé, j'ai commencé à avoir mal à la tête. J'ai senti comme une force qui m'a quittée. Comme, je ne sais pas, mais quelque chose m'avait quittée. Je suis rentrée, je ne me sentais pas très bien. Je me disais, bon, peut-être c'est dans mon imagination. Vu que ma soeur m'a fait déjà mis des choses dans la tête, je me suis dit, ça va. Donc je rentre et je vais dormir. Donc je me couche à côté de ma soeur. Et on dormait souvent avec la veilleuse. Mais là, elle était obligée de laisser la lumière vu qu'elle était en train de travailler un devoir de classe. Donc moi, je me suis couchée et voilà, je me suis endormie. Quand je m'endors, je sens comme une masse qui passe dans tout mon corps. Une masse, vraiment, comme une décharge électrique qui est passée dans tout mon corps. Du coup, ça m'a affaiblie sur l'instant. Donc, quand ça m'a affaiblie sur l'instant, je vois comme mon bras maintenant, parce que j'étais allongée un peu comme sur la main, je vois comme mon bras veut sortir de mon corps. Et je commence à paniquer et je veux crier pour dire à ma soeur, mais attrape-moi, tu vois pas ce qui se passe. Mais j'arrive pas à bouger, j'arrive à rien faire, rien du tout. Je veux parler, mais la voix ne sort pas. Et j'entends, à un moment, je me suis fatiguée, je suis restée tranquille. Mais je faisais tout pour que mon esprit ne sorte pas de mon corps. Je faisais vraiment un gros effort. Et j'arrive pas à bouger, j'étais là. Et je crie le nom, j'essaie de crier le nom de ma soeur. Ma soeur, elle est en train de travailler. J'avais les yeux fermés, mais je voyais toute la chambre, je voyais tout ce qui se passait. Et à un moment, je reste tranquille. Quand je reste tranquille, je vois tout ce qui s'est passé dans la journée. Et quand je vois tout ce qui s'est passé dans la journée, je me revois maintenant devant cette femme-là avec ma cousine. Et quand elle me donne les 2 pièces de 25 francs, je vois qu'elle se transforme en panthère. C'est une panthère en fait. Et je vois quelque chose quitter de ses yeux et rentrer dans les miens. Donc je vois ça et après un moment, je veux paniquer et j'entends la voix d'une condisciple de classe à l'époque que ma mère n'aimait même pas beaucoup. Ma mère me disait, elle a un nom bizarre, elle avait un prénom vraiment bizarre, atypique. Je peux pas dire, c'est parce que elle va peut-être se reconnaître, mais elle avait un nom vraiment bizarre. Donc ma mère me disait, il faut faire attention à cette fille, je ne l'aime pas. Et moi je disais, non maman, c'est ma copine. Et j'ai entendu la voix de cette fille-là qui me dit, c'est moi, j'appartiens à ce monde, viens me retrouver. Elle m'appelle par mon prénom. Je vais dire par exemple, quel prénom là? Daphné, viens, je suis là, viens Daphné, je suis avec toi, j'appartiens à ce monde, viens. Et j'entends des tambours, j'entends des gens qui crient. Et après, dans mon cœur, je me suis mise à prier. J'ai commencé à appeler Jésus. J'ai dit à Jésus, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire du mal, je ne veux pas aller, je ne veux pas. Et à un moment, je me suis réveillée. Et là, ça a été le début de mon calvaire. Parce que à chaque fois que j'allais quelque part, s'il y avait par exemple dans ces endroits-là des choses qui se passent, j'étais sensible à ça même quand j'étais dans ma chambre. Si j'allais passer des vacances quelque part et que des gens faisaient des réunions mystiques, j'avais
tout de suite, en fait, le contact avec ces personnes-là. Je ne sais pas comment expliquer, mais je savais qu'il y avait des choses qui se passaient. Et j'ai grandi avec ça de 14 à 24 ans. C'est à 24 ans que j'ai été délivrée à l'église parce que ça commençait à devenir vraiment bizarre. J'avais vu des choses, des hommes politiques dans des réunions et tout. Et là, c'était la foi de trop, en fait. Je ne pouvais plus supporter ce que je vivais. Et voilà, donc je suis allée à l'église et j'ai reçu une délivrance. Donc c'est pour dire que c'est pas tout le monde qu'on aide. Il faut pas avoir pitié de tout le monde. Il y a des personnes, des mendiants qui sont dans la rue, des personnes qui sont là pour juste pourrir votre âme en fait, pour essayer de soutirer des choses en vous, pour vous utiliser, vous faire participer à des choses que vous ne voulez même pas, à des choses que vous n'imaginez même pas. Donc on n'aide pas tout le monde. Il faut vraiment faire attention quand on aide une personne, invoquez le sang de Jésus. À chaque fois que vous donnez de l'argent à quelqu'un, invoquez le sang de Jésus. Vous donnez de gaieté de cœur, mais ces personnes-là, elles profitent de ça pour nous faire du mal. Donc c'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, écoutons la 4e histoire. Bonsoir de nouveau DMG. Je vais vous conter une histoire qui a été toujours rapportée par un mototaximan. Cette fois-ci, ça se passe dans la ville de Fumban. Ça s'est passé hier. Hier, aux environs de 23h30, il paraît qu'il y a une femme dans les trentaines qui a stoppé un mototaximan. Il lui est donné la destination d'un JC. Un JC, c'est un quartier de la ville de Fumban où il y a un hôpital catholique. Et dans cet hôpital, c'est le seul hôpital à Fumban où il y a la morgue. Voilà. La femme en question a stoppé le mototaximan et a donné sa destination dans ce quartier en JC. Mais plutôt au niveau du carrefour. Voilà. Le mototaximan portait la femme en question. Ils ont roulé pendant plus de 15 minutes. Arrivé au carrefour, le mototaximan s'arrête et dit « Madame, nous sommes arrivés ». La femme en question lui dit « Non, s'il te plaît, montez encore. Vers l'hôpital, tu me laisses ». Voilà, il redémarre la moto, il avance. Arrivé au niveau de l'hôpital, il arrive à destination avec la femme en question. Une fois que la femme est descendue, elle a payé le motoman en question. Et le motoman a précisé ceci. Une fois que la femme est descendue de la moto, puisqu'elle avait les rastas longs et noirs, le motoman dit qu'une fois que la femme est descendue de sa moto, donc tous ses cheveux étaient quittés derrière la nuque, derrière la tête, et a couvert son visage. Elle était noire, sombre. Le gars n'arrivait plus vraiment à distinguer la personne qu'il a portée au départ, quoi. Donc bon, là, ce n'était pas son problème, il a pris son argent. Et subitement, en rentrant, le mototaximan a dit que non, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux un peu voir ce qui se passe. Donc le gars s'est tourné et a vu la direction de la femme en question qui partait au niveau de l'hôpital, c'est-à-dire au niveau de la morgue. Le gars a vu la femme entrer à la morgue et le gars a été tourné. Et le gars a démarré sa moto, il a fui, il est rentré hier en ville et il était vraiment bizarre. Il a raconté son histoire, il est rentré chez lui. Même aujourd'hui, on s'est renseigné auprès de ses collègues mototaximans. Les gars ont dit que non, il n'a pas travaillé aujourd'hui. Donc pour le moment, nous ne savons pas si vraiment il a été frustré ou je ne sais pas, quelque chose lui est arrivé plus tard ou bien je ne sais pas trop. Donc voilà. Donc cette histoire est un peu semblable à celle que je racontais tout à l'heure. Donc je vais toujours dire à nos frères qui travaillent dans la nuit de faire très attention. Parce que nous ne savons pas ce que nous pouvons transformer en soirée, surtout dans les heures tardives. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour l'histoire, likez, commentez, partagez.
Là, on va écouter la 5e histoire. Bonjour la communauté. Merci de liker, merci de partager. Et j'ai une histoire qui m'est personnellement arrivée. Alors, c'était dans les rues de Libreville. Alors, je devais avoir dans les 17 ans. Et un jour, je rentrais je crois que c'était au moment des foires. Donc, il y avait la foire de Libreville qui battait son plein. C'était ces périodes-là. Et je rentrais de la foire et avant d'arriver chez moi, j'entendais des cris. Alors donc je me suis approchée. C'était deux grands gaillards qui étaient en train de tabasser une fille. Alors j'ai crié, et du coup ils sont partis en courant et puis il y avait les voisins qui sont sortis et la fille je l'ai prise et je l'ai prise avec moi. Je lui ai demandé où elle habitait. Elle était ensanglantée et donc j'ai décidé de l'amener chez moi. J'habitais chez mon oncle. Alors du coup, je l'amène avec moi, elle prend une douche et je la présente à mon oncle. Mon oncle me dit ben, il faut qu'elle dorme là parce que j'étais quand même rentrée. Il était vers les coups de 20 heures. Donc, et comme elle avait des problèmes pour parler, donc on a décidé de la garder. Donc elle a dormi dans l'une des chambres de la maison. Et moi, j'avais un petit studio que mon oncle m'avait fait. Donc moi, je suis allée dormir dans mon studio et elle est restée dans la maison familiale. On avait une grande maison avec plusieurs chambres. Et le lendemain matin, donc je lui ai demandé si, que je l'accompagne chez elle. Donc on arrive chez elle, là où elle habitait. Donc en fait, elle n'habitait pas trop loin de là où on l'avait agressée. Et dès qu'on arrive, moi j'arrive avec elle et là, la propriétaire, donc la propriétaire de la chambre qu'elle louait, était très très remontée contre elle. Elle lui a dit, écoute, toi, j'en ai marre de tes problèmes. Qu'est-ce que tu as encore fait pour que tu reviennes la tête comme ça là? Parce qu'elle était vraiment le visage tuméfié. Et il dit non, 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 moi je veux plus que tu rentres dans ma maison parce que tu n'apportes que des problèmes. Tu es une sorcière, je veux plus te voir et tu ramasses tes affaires et tu pars. Donc moi j'étais étonnée, j'étais pas venue pour rester. Et pris de compassion, donc je lui ai dit, écoute, je vais demander à mon oncle, vu que la chambre où tu as dormi, là, c'est la mienne, mais comme mon oncle m'a fait le studio, du coup, je dors plus dans la chambre. Je dors dans mon studio. Et cette chambre-là où elle avait dormi, la chambre était très très grande et il y avait une salle de bain et un endroit où on pouvait faire même une petite cuisine. Et donc du coup, j'ai dit, bon écoute, viens avec moi, je vais essayer vraiment de forcer la main à mon oncle pour qu'elle puisse te garder moyennant un loyer. Et donc je l'ai prise avec moi, on est venu à la maison. Et puis quand on voyait vraiment la fille, moi j'étais très très grande, je suis grande et elle toute menue, bon vraiment, on avait vraiment envie de la protéger. Bon, je connaissais pas son âge, mais plus tard je vais connaître son âge. Et on arrive à la maison, donc je fais la proposition à mon oncle qui accepte, qui me dit, bah, écoute, si tu as joué ta bonne samaritaine, donc tu vois ça avec elle, tu lui fixes le prix du loyer, et puis après, bon, le loyer, tu peux le prendre, c'est ton argent dans tous les cas, puisque c'est ta chambre. Donc la fille, je lui dis, écoute, bon voilà, tu peux demeurer là autant que tu pourras, le temps que tu cherches quelque chose de mieux peut-être. Elle me dit, mais non, mais c'est bon, moi ça me va très bien, au moins comme ça j'habite dans une maison où il y a un papa qui peut veiller sur moi. En plus, quand elle est rentrée, elle a vu qu'il y avait des bibles parce que chaque soir on faisait l'étude biblique, donc il y avait les bibles sur la table, donc elle dit, au moins comme ça je suis chez les chrétiens, ça va aller et tout. Donc le premier mois, elle est tranquille, elle sort pas beaucoup. Et le deuxième mois, elle manifeste, elle commence à dire qu'elle doit aller s'inscrire dans une formation en tant que secrétaire. Donc mon oncle lui dit, comment tu vas faire pour te payer
le loyer, comment tu vas faire pour payer déjà tes études et puis comment tu vas faire, tu travailles pas, comment tu vas faire pour payer la maison. Mais toutefois, on avait remarqué que depuis, au bout du 2e mois, elle commençait à sortir le soir, souvent. Et ma mère me dit, moi, je veux pas cette fille, elle m'inspire pas confiance parce que elle a quelque chose en elle qui est complètement, qui est faux. Donc moi, je veux pas que tu traînes avec elle. Donc moi déjà, je sortais pas beaucoup, à part aller à l'école, au collège, au lycée, je revenais, donc il n'y avait pas de souci. Donc je crois 3 ou 4 mois après, elle est toujours là, elle part pas. Et elle me dit, mais tiens, pour te remercier, ma chérie, je vais faire à manger. Dis-moi ce que tu aimes manger. Je lui dis, ben moi, j'aime bien manger du poulet. Et donc, c'était la période où nous, on était en train de, ma copine, on avait passé notre examen, donc on se préparait à aller faire la fête parce qu'on avait eu nos diplômes, donc on avait tout repoussé. Et donc, ma copine me dit, mais tiens, pour une fois, on va sortir un peu en boîte pour aller fêter nos diplômes. Donc, on est parti, on était à trois copines. On arrive dans une boîte de nuit connue de Libreville. On n'était pas habillés vraiment comme les filles des boîtes. Moi, j'étais en jean et puis les autres, bon, bref, on est resté là très, très peu de temps. Mais dans la boîte, au moment où je sortais, au moment où nous, on se disait, ben, on s'est amusé, on va partir. C'est là que la copine, là, elle arrive. Je la vois arriver de loin, je la reconnais, je dis, ben tiens, je reconnais. Donc, je vais l'appeler Mimi. Je vois arriver Mimi, je dis, ah Mimi, comment ça? Oh, ça va ma chérie et tout. Et donc, elle me salue, elle est vraiment éméchée. Et donc, ma copine me dit, mes amis avec qui on était arrivés, donc l'une d'elles me dit, écoute, on s'en va. Donc, au moment de sortir de la boîte, je passe devant un groupe de filles qui parlaient dans la langue maternelle de ma mère et j'ai entendu tout ce qu'elle disait. Donc, il y a une qui dit, oui, mais celle-là, c'est une pute, elle passe tout le temps. Elle passe tout son temps à voler les maris de ses copines. Elle n'est pas du tout fréquentable. Bon, moi, ça m'a touchée. J'ai dit, mais attends, on parle de la même ou franchement, c'est pas... Et... Et donc, je le dis à ma copine, ma meilleure amie, elle me dit, écoute, ce que maman avait dit, c'était sûrement vrai, qu'elle doit cacher son jeu, donc fais vraiment attention. Donc, le jour où elle me demande de venir manger avec elle, qu'elle avait préparé le poulet, donc je viens avec elle. Dans la chambre, elle dresse la petite table qu'elle avait mis, elle avait bien décoré la chambre, c'était propre, mais il n'y avait rien à redire. Et là, on finit de manger. Donc, au moment où moi, je veux débarrasser les assiettes, je dis, ben, tiens, je vais les mettre dans la poubelle. Elle me dit, non, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Je dis, ben non, mais moi, comme je sors de la chambre, je vais directement au salon et puis la cuisine, je peux mettre les restes de la nourriture. Elle me dit, non, c'est bon, je vais débarrasser. Bon, moi, je ne me suis pas méfiée. Et peu de temps après, elle disparaît. Et puis mon oncle me dit, mais tiens, ça fait un moment que je n'ai pas vu ta locataire là. Elle est où? Je dis, mais moi non plus, je ne la vois pas. Donc elle disparaît et peu de temps, elle fait peut-être 2 ou 3 semaines, on ne la voit pas. Il y a toujours ses affaires, la chambre est fermée et donc on suppose qu'il y a toujours ses affaires. Donc quelque temps après, on la revoit revenir. Elle est habillée juste d'un petit pagne rouge et avec autour d'elle, disons d'un côté comme de l'autre, des cordes. Donc les cordes se croisaient dans le dos et devant. Et elle avait juste un petit pagne qui faisait office de soutien-gorge. Ce petit pagne aussi était rouge. Et donc, mon oncle, quand on la voit arriver comme ça, il y a un taxi qui la dépose. Elle vient avec un seau et puis plein de feuilles et tout. Elle descend. Et moi, je lui pose la question. J'ai dit, tu vas bien? Elle ne me répond pas. Elle ouvre la porte et elle rentre dans la chambre et ferme la clé. Plus rien. Puis peu de temps après, bon, on la voit qui ressort presque une semaine après, donc on ne la voyait pas du tout. Et moi, je vais aller tambouriner à la chambre pour lui demander ce qui se passait. Rien à faire.
Alors, je lui pose la question, je dis derrière la porte, Mimi, tu vas bien? Je n'arrêtais pas de lui dire. Et puis, peu de temps après, quand elle est ressortie, elle était toute belle, toute pimpante, joyeuse, comme si de rien n'était. Et elle me dit, tu peux m'accompagner sur la route? Je dis, mais t'accompagner sur la route, pourquoi? Elle me dit, non, mais je dois aller prendre le taxi, là, accompagne-moi. Puis moi, je trouve ça complètement bizarre. Je dis, bon, ok, je t'accompagne. Donc, on arrive sur la route. Et là, il y a une voiture. À peine on arrive sur la route, il y a une voiture qui passe avec un Européen. L'Européen s'arrête. Et puis, une deuxième voiture. Et une troisième. Elle lève la main, et tout d'un, comme si elle arrêtait un taxi. Et il y a deux, trois voitures qui s'arrêtent en même temps. Et moi, je suis étonnée. Je dis, tu les connais, ces messieurs? Non, 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 du tout. Et puis bon, elle se choisit une voiture et puis paf, c'était que des Européens. Elle monte dans la voiture et s'en va. Et puis, peu de temps après, moi, je commence à avoir des violents maux de tête. J'étais pas bien du tout. J'avais envie de vomir. L'année scolaire avait commencé. Et cette fille aussi, elle avait commencé aussi la formation elle avait décidé de faire. Donc, elle allait à sa formation et tout. Et donc souvent des maux de tête, et ma mère, elle est vraiment inquiète, donc on se met à prier, rien ne se passe, et on ne comprend pas pourquoi j'ai des violents maux de tête. Mais c'était affreux. Et donc un jour, il y a l'une de mes tantes qui arrive à la maison et qui me voit avec un bandeau à la tête, parce que ma grand-mère, à l'époque, nous disait, quand tu as très très mal à la tête, tu te mets un bandeau avec, donc on m'avait écrasé les plantes, on a mis à même le front et puis on a attaché un bandeau. Elle me dit, mais il faut vraiment que tu ailles consulter. Et bon, ni plus ni moins, ma mère me dit, bon, allez, on va quand même aller voir et tout. Donc, on est allé voir quelqu'un et puis la personne me pose la question, me dit, mais est-ce que est-ce que tu as des amis? Je dis, oui, j'ai des amis et tout. Je donne le nom de mes amis. Elle me dit, non, 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 non. Il y a une personne que tu as fait rentrer dans ton cercle. Alors, ma mère, elle dit, non, mais ça ne peut qu'être Mimi. Parce que cette fille, elle est bizarre. Et la dernière fois, elle était arrivée avec des pagnes rouges et tout. Et voilà. Donc, le monsieur dit, ben, c'est elle. Elle a pris quelque chose qui t'appartenait. Donc, ma mère dit, mais dis-nous. Donc, en fait, pour expliquer, elle avait récupéré, elle avait vu que j'avais une étoile qui brillait. Et souvent, elle me disait que, mais toi, franchement, je ne te comprends pas. Une belle fille comme toi, je ne t'ai jamais vu avec un homme, avec un mec. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu n'es jamais avec les hommes? Et moi, je lui disais, non, mais pour le moment, ça ne me dit rien. En fait, c'était ça. Donc, le monsieur dit, elle a détecté ton étoile. Elle est rentrée dans ta vie. Elle est vraiment insérée dans ta vie. Elle t'a volé quelque chose. Ce qui fait que elle brille maintenant. Et toi, comme tu as un esprit fort, ton truc n'est complètement pas parti et ça te fait de violents maux de tête. J'avais des maux de tête tellement c'était violent que des fois j'avais des saignements. Donc j'avais le nez qui saignait. Et donc ce monsieur, il m'a fait des soins, il m'a mis des trucs dans les narines et tout ça là. Et puis il m'a dit, ben, écoute, à partir de maintenant, tu dois prier parce qu'elle a récupéré les os quand vous avez mangé le poulet. Donc c'est ces os là qu'elle avait récupérés et amené chez quelqu'un qui a fait tout ça là, le transfert. Donc, il faut absolument qu'on te fasse un truc pour te restituer ce qui t'a été arraché. Donc, peu de temps après, il y a deux hommes qui viennent lui demander en même temps, donc deux Européens. On est à la maison, les deux hommes s'amènent, ils demandent comme ça. Et puis, bon, nous, on dit, ben, elle n'est pas là. Donc, pendant que les deux hommes-là, deux Européens, c'est comme s'ils se connaissaient même en plus. Et il y avait un troisième. Donc, en fait, elle était en train de descendre d'une autre voiture, d'un autre Européen. Et les trois se sont retrouvés nez à nez. Et donc, une bagarre a éclaté. On ne sait pas pourquoi. Ils ont commencé à se taper dessus. Et il y a un qui a sorti une machette. Et le mec sort une machette, il se met à la poursuivre en courant. Donc, elle a couru jusqu'à la maison. Le monsieur est derrière elle. Et mon oncle qui s'interpose, qui demande à cet Européen, qu'est-ce qui se passe?
Et l'Européen, on l'avait vu plusieurs fois, il venait, bon, j'abrège, hein, et l'Européen dit, mais oui, c'est une pute, je comprends pas comment cette fille, elle est comme ça, et pourtant, elle n'est même pas belle, et elle me fait tourner en bourrique, elle m'avait dit qu'elle était sérieuse, je viens, je trouve un homme, et encore un autre, et encore, j'en ai marre, moi, je crois que c'est bon, là, je vais plus la financer et tout. La nana, elle se met à pleurer, à se jeter par terre, oui, s'il te plaît, ne m'abandonne pas et tout. Donc, mon oncle, déjà, par rapport à ce qui s'était passé avec moi, avait décidé de la faire sortir de la maison. Donc, peu de temps après, elle vient se plaindre qu'elle a un zona. Donc, le zona, quand on la voit, elle sortait pas de la chambre, elle était toujours malade, malade, malade. Et quand moi, je vais lui dire, écoute, il faut vraiment que tu ailles à l'hôpital. Et on voit les traces, les zonas, c'était exactement les cordes qu'elle avait mis autour de son épaule, disons les cordes qu'elle avait quand elle s'était fait initier, qu'elle s'était ramenée avec ses pagnes rouges. Donc tout le corps était brûlé. Elle avait des brûlures, c'est comme si on l'avait brûlée avec du feu. Et donc elle est partie à l'hôpital. Suite à ça, sa vie a commencé à tourner mal. Et donc un jour comme ça, on ne sait pas comment, elle est partie d'elle-même. Et une année, même, je crois une année passée, moi j'avais voyagé, j'étais partie à l'étranger. Quand je suis revenue au Gabon, c'est là que j'ai rencontré l'une de ses cousines que je connaissais de vue, qui me dit, écoute, Mimi, elle a été assassinée. Donc elle a été assassinée par un Européen à qui elle avait détourné de l'argent. Donc, cet Européen avait payé du monde pour pouvoir l'assassiner. Donc, on l'avait retrouvé au bord de mer de Libreville. Et voilà comment cette fille-là est décédée. Donc, c'est pour dire qu'on doit se méfier. On ne sait pas qui on fait rentrer dans notre maison, dans notre cercle, et ne pas trop faire confiance à qui que ce soit. C'est vrai que j'ai fait un acte de gentillesse parce que cette fille, je l'ai prise, je l'ai trouvée au bord de la route et je me suis dit, je vais aider quelqu'un. Mais bon, malgré tout ce qu'elle m'a fait, moi j'ai pardonné à cette fille, surtout quand j'ai appris les circonstances de son décès. Je lui ai pardonné. Au jour d'aujourd'hui, je continue à aider les gens, mais je me méfie quand même et je demeure toujours dans la prière. Soyez bénis. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Floride Massamba, Congo-Brazzaville. Merci de partager, de liker, afin de sensibiliser un maximum de personnes. Alors, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée récemment, il y a juste quelques mois. J'ai perdu ma mère, elle est morte le 9 mars. Donc, le jour où elle meurt, c'est le jour où on est en train d'enterrer sa petite sœur. Alors, moi, je suis arrivé aux États-Unis, je suis logé aux États-Unis. En fait, j'habite aux États-Unis depuis 2019. Donc, avant d'arriver, quand j'ai quitté le pays, avant de quitter le pays, j'ai commencé à avoir des flashs, des visions. On venait me montrer, en fait, comment est-ce que mon enfance s'était passée. En fait, tout ce qui était spirituel de bizarre qui se passait dans ma vie. Donc, ça défile comme ça. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue de venir, il y a des voix qui me parlent, voilà, tu vois, telle situation, c'était comme ça, c'est X, Y qui faisait ceci et tout. Donc du coup, j'ai commencé à avoir des flashs de ma famille, mon père, ma mère, mes cousins, machin, et tout ce monde-là, mes oncles, on me montrait. Alors, j'arrive aux États-Unis en janvier 2019. J'ai commencé le boulot vers 2 mois ou 3 mois plus tard. Alors, lorsque j'ai travaillé au fur et à mesure que j'ai commencé à travailler là-bas, j'ai remarqué, je sentais des présences des gens en fait. Parce que j'étais dans la construction, j'avais comme l'impression en fait il y avait des gens quelque part qui m'observaient. Mais c'était pas une seule personne. Donc c'est comme si tu as l'impression que la personne a traversé, il est allé de l'autre côté, mais ils sont en train de te regarder. Mais ils n'arrivent pas à se rapprocher. Parce que je me retrouvais deux fois seul dans des maisons de construction où j'étais en train d'installer les portes et tout, mais j'étais seul et je finissais tard.
Mais comme moi, déjà, la peur, parce que quand je grandissais, j'étais peureux, je pleurais tout le temps, on me tapait, j'ai tombé tout le temps malade. Donc, on me manipulait un peu par tout le monde, spirituellement et tout. Les gens croyaient même en fait que je devais mourir. Déjà, à la preuve, j'ai été sacrifié depuis le ventre de ma mère. Alors, au fur et à mesure que ça se passait, mais je ne gérais pas parce que je n'avais pas pour moi peur. Mais je parlais seulement, j'ai dit, celui qui est en train de venir, j'espère seulement qu'il vient pour quelque chose de bien. Mais s'il vient pour quelque chose de mal, tant pis parce que moi, je ne vous dois pas, je ne vous connais pas aussi. Je pense que celui qui vient me voir, si on se connaît, si c'est dans le bon sens, il me fera savoir que je suis un tel. Mais s'il se casse, ça veut dire qu'il vient pour de mauvaises intentions. J'ai passé donc 2019, 2020. Fin 2020, je déménage. De là, j'arrive dans un autre état. Je viens pour travailler. Bon, ici, des présents, c'est quand je quitte la maison, je roule pour le travail. C'est vite fait en passant. Et après, j'ai juste prié, comme je connais un peu des formules, comment ça se passe, pour essayer un peu d'échapper à tous ces esprits-là. Je suis toujours dans la prière. Et récemment, dès que ma mère décède, c'est d'abord la petite sœur de ma mère, que je vais nommer ici Mambweni Annie. Elle habite en Italie. Alors, quand ma mère fait la crise, elle tombe malade, parce qu'elle a juste fait 2 semaines de maladie, elle se retrouve à l'hôpital. Et elle, depuis l'Italie, elle appelle mon grand frère. La première des choses qu'elle demande, est-ce qu'elle ouvre les yeux? Moi, ça m'a quand même tiqué, parce que moi, je ne discute pas avec eux. Après, quand j'étais en train de réfléchir, mais comment est la première des choses qu'elle demande si elle ouvre les yeux ou pas? Je sais pas, je vais travailler. Ça, c'est après l'enterrement, machin et tout, je vais travailler. Et ici également, j'ai commencé à avoir des flashs. Tout le temps. Donc, j'étais au travail ce jour-là. Parce que je travaille de nuit. Et quand je ferme les yeux, j'ai des programmes des gens, des amis, et du coup, ce jour-là, j'avais reçu le programme de 2 de mes amis. Je reçois le premier programme, je ferme les yeux, j'ouvre, parce que des fois c'est dans le songe, des fois c'est juste assis comme ça vient. Alors pour la 3e fois, j'ouvre les yeux, je vois une dame devant moi. Mais cette dame, elle ne me voit pas, mais moi je la vois. Donc c'est comme si c'est quelqu'un qui a atterri, donc quand on suit souvent dans les démonstrations, dans les films, la personne apparaît comme ça. Mais elle avait une arc, elle avait l'arc en fait, et elle avait une flèche, donc elle était venue dans le but de me piquer ça. Je ne sais pas si c'était empoisonné, en fait, c'était pour me faire du mal. Je suis resté tranquille, j'ai dit, mais attends, ça c'est quoi ça? Mais comme je n'ai pas peur, je suis seulement resté tranquille. Donc elle, maintenant, quand elle a atterri, elle était presque à moitié nue, mais elle était tachetée de petites rondelles sur elle de couleur blanche. Et elle avait autour du sexe un petit, genre un petit tissu seulement pour cacher le sexe, c'est tout. Et quand elle a atterri, elle regardait de gauche à droite pour voir là où j'étais, donc pour avoir ma position. Mais moi j'étais là, je n'avais pas aussi peur, je l'ai seulement regardé, j'ai dit, et la voix me dit non mais elle a juste porté le corps d'une autre personne. Mais c'est la petite sœur de ta mère. C'est Mambweni Annie, j'ai dit ah bon. Et donc en fait vous avez fini d'achever ma mère, d'abord vous avez achevé mon petit frère en 2016. Là, en 2022, vous avez achevé ma mère, mais si vous avez pu achever ma mère, c'est parce que vous étiez tous de la même alliance. Je dis, mais c'est pas grave. Comme c'est ce que vous voulez faire, vous voulez exterminer notre ventre, nous les Massamba, je dis, il n'y a pas de problème. Si vous allez atteindre certains Massamba, c'est parce que eux aussi, ils ont les semences que vous avez. Vous êtes tous de la même alliance. Mais moi, je ne suis pas dans vos choses-là. Moi, je crois en Dieu et je prie Dieu. Il dit, et je vais voir ce qui va se passer. Déjà que tu arrives là, moi je te vois, mais toi tu ne me vois pas. Après un moment donné, elle a disparu. J'ai seulement prié, j'ai dit, merci Seigneur de m'avoir montré. Et c'est comme ça que vous remarquez dans des situations que non, mais mon frère, ma soeur, mon père, ma mère était là. Il a seulement fait une crise, il a mal, il est allé à l'hôpital 2 jours, 3 jours, il est décédé. Et c'est comme ça que ça se passe spirituellement. Et vous devez comprendre une chose. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Aucun esprit maléfique ne peut venir te posséder et être plus fort que ton esprit à toi. C'est impossible. Tout esprit qui arrive à te posséder, c'est qu'il a trouvé une brèche quelque part. Mais si tu n'es pas d'accord, et
tu auras la conscience de te lever et d'aller voir un homme de Dieu pour te délivrer. C'est comme ça, c'est un principe simple. Et les gens que vous remarquez dont les esprits maléfiques arrivent à contrôler leur corps, ce sont des gens qui ont d'abord au préalable une mauvaise sémence. Ils ont un mauvais cœur, ils sont mauvais. Voilà pourquoi ces esprits prennent le dessus sur eux. Quand tu pries Dieu, tu ne peux jamais avoir peur d'un sorcier. Mais de nos jours, les gens ont plus peur de sorciers que de Dieu lui-même. Merci à tous. Partagez et likez. À la prochaine histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 7e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Je reviens aujourd'hui pour vous raconter une petite histoire. Je vous avais dit que je faisais régulièrement, je vais raconter les histoires qui se passent généralement dans le monde du football. Donc l'histoire que je vais raconter, moi je l'ai vécue en direct. C'est pas qu'on m'a raconté. Bon, vrai que j'avais d'abord suivi cela, mais je me disais que c'était les faits. Il s'agit d'un ancien lion indomptable. Ancien lion indomptable qui a même fait les beaux jours. Les lions indomptables. Donc, on avait un petit terrain du côté de Mimboman, la descente de Don Bosco, qu'on appelait là-bas le château, le docteur. C'est comme ça qu'on appelait le petit stade. Donc, on se retrouvait là-bas à 6 heures. Il y avait beaucoup de professionnels, beaucoup d'anciens footballeurs, beaucoup d'anciens internationaux. Mais ce jour-là, il se passe que bon, il y a 2 anciens internationaux qui ont misé une somme de 50 000 francs que le gagnant de l'un des 2 camps devait remporter. Bon, le match s'était joué, normalement. Les 2 équipes se sont séparées, nez à nez, 0 but partout. C'est comme ça que un des anciens lions nous dit, bon, comme j'ai été content de la prestation des gars, vous m'avez vraiment fait couler la sueur, je vais vous inviter chez moi. C'est comme ça qu'on entre dans les voitures, on prend les taxis. Certains partent avec leur voiture. Certains, nous les Chopnanga qui jouent au pays, nous on nous met dans les taxis, on arrive on arrive à Etoile-Meki. On reste là toute la journée on cause, on nous fait à manger, on boit, on cause, ceux qui boivent les jus, on envoie acheter, ceux qui boivent la bière, on boit. Ce qui me fait raconter cette histoire, c'est que auparavant, j'avais déjà appris que il y a un fou qui vient tous les jours à minuit, même quand le professionnel, quand le lion indomptable même en question était encore en club, qui venait tout le temps là-bas à minuit à Etoile qui dit je veux mes genoux, donne-moi mes genoux, je veux mes genoux. C'est comme ça que moi-même j'ai vécu la scène en live. Dès qu'il est minuit 00 à sonner, on a suivi une voix. Comme je sais que quand il est déjà minuit, c'est plus cool, l'ambiance, c'est plus cool, tout le monde est déjà un peu sous, ceux qui sont un peu, qui racontent des histoires par la voix basse. On voit du haut du balcon, on suit donc tellement c'était effrayant. DMG, moi j'ai flippé.
Le gars, c'est pas ce qu'on me racontait. Le gars a commencé à crier, je veux mes genoux, je veux mes genoux, donne-moi mes genoux, je veux mes genoux, je veux mes genoux. C'est là où j'ai compris que le football que nous on joue là, c'est nous sommes seulement là pour les accompagner. Donc, on les voit briller là, on ne sait pas ce qu'ils font là dehors. Bon, c'était ma petite histoire de ce soir. Je vais revenir pour certaines autres histoires, toujours dans le domaine du football. Passez une excellente soirée à la communauté. Merci pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 8e histoire. Bonjour DMG, bonjour à la communauté DMG. Je viens encore remercier toutes ces personnes qui partagent leurs histoires, toutes ces personnes qui partagent leur expérience. Merci à vous. Merci et que Dieu vous bénisse encore, que Dieu te bénisse encore, DMG. Je veux dire que je te suis depuis l'année passée. Alors, je parle de toi à par ma communauté, je parle de toi à mon entourage, réseaux sociaux comme personnel. Voilà. Donc, le titre de mon histoire, je vais appeler ça « J'ai failli marier un fou ». Voilà. Je suis une jeune Gabonaise. Je vis à Port-Gentil, qui est la capitale économique, voilà, du Gabon, à la Port-Gentil. Et depuis mon jeune âge, j'aimais les sorties, voilà. J'aimais les sorties, bon, comment dire sorties? J'aimais groover, j'aimais aller en boîte de nuit, voilà. J'aimais aller en boîte de nuit, voilà. Et là où je vivais avec ma maman, à l'époque, c'était un peu plus reculé de la grande ville, donc des endroits où il y a des boîtes de nuit, il y a le show. Voilà, c'était au minimum, je peux dire, du quartier où je me trouvais à la grande ville. C'était vraiment c'était une grande distance, voilà. Et là où je vivais, c'était encore un quartier un peu reculé. Donc, il n'y avait pas encore les lampadaires, voilà. Il n'y avait pas encore les lampadaires. Il y avait les lampadaires, mais ce n'était pas encore très populaire. Et il n'y avait pas encore trop de maisons aux alentours, voilà. C'était très reculé. Mais malgré cela, j'avais cette force ou bien ce courage-là de sortir, aller en boîte de nuit, couver jusqu'au petit matin et rentrer. Voilà, donc c'était comme ça que j'étais. Donc je me rappelle, il y a de cela 5 ans, 4 ans, chez ma maman où je vivais à l'époque, il y avait une voisine, des voisins de chez ma maman. C'était des tradis patriciens, les nganga. Voilà, ce sont des personnes qui soignaient le corps, qui s'occupaient beaucoup plus dans le mystique, tout ça. Et c'était nos voisins, donc ils faisaient de fois les consultations, tout ça, tout ça. Mais moi, j'étais partie, bon, c'est pas ça. Donc, il y avait un homme, un ganga, qui était venu il était venu de Libreville pour Port-Gentil pour soigner des personnes, voilà. Donc, on l'avait invité. Mes voisins l'avaient invité chez eux. Donc, il est arrivé. C'était un homme assez mûr, voilà. Il était vraiment plus âgé que moi. Et lorsqu'il arrive, il vient au quartier. On se dit bonjour, tranquille. Après, je crois 2 jours après, il a commencé à me remarquer. Bon, moi aussi, c'était pas trop mon style. Après, un jour, il appelle son fils pour dire à son fils là, va m'appeler la petite voisine là qui est juste à côté là, son fils vient. Et avant ça, j'avais déjà vu dans un songe qu'il devait venir m'appeler. Donc quand il vient, comme son fils vient, mon oncle t'appelle, tout ça. Je pars, je dis, ah, moi je savais que tu devais venir m'appeler tôt ou tard. Ah bon, comment tu savais? Je dis, non, je savais ça comme ça. Il me dit, ah ça, ok, d'accord. Il me dit, non, moi je viens de Libreville, je veux vraiment m'amuser, j'ai l'argent. Si tu connais des endroits où on peut s'amuser, tu peux m'inviter, tout ça. Je dis, ok, pas de souci. Les souci que c'est toi qui dépenses. Ok. Donc, le temps passe et je crois une semaine après, je décide, bon, ok, c'est un samedi soir, j'invite mes copines, je dis à mes copines, bon, ok, il y a un papa là qui veut nous inviter, il veut qu'on le fasse découvrir la ville.
Donc, soyez prête là-bas tel jour, ok, d'accord. Donc, le samedi arrive, je dis au papa qui a, tu vois, il me dit, oh non, là, j'ai l'argent, j'ai un peu de faire une consultation, on m'a bien payé, la paie au minimum 300 000 comme ça. Ok, je peux m'amuser, ok, pas de souci. Donc, je prends le monsieur, on quitte du quartier, qui est vraiment reculé, hein, bien sûr. On quitte du quartier, lui et moi. On s'en va en ville maintenant pour s'amuser, on va au restaurant avec mes copines. On part dans les snacks, dans les boîtes de nuit. On consomme, on consomme, on consomme, on consomme. Mais ce jour, chose bizarre, c'est que malgré que je consommais de l'alcool, mais je n'étais pas ivre. Mes copines, elles étaient déjà chiffon, elles étaient déjà ivres. Le monsieur, il ne buvait pas de l'alcool, il buvait que les jus, donc il n'était pas ivre aussi. Donc, buvons, buvons, buvons jusqu'à 3 heures, 4 heures comme ça. On lui dit, bon, ok, moi, bon, je disais, je suis fatiguée, rentrons, d'accord. Donc, j'ai dit à mes copines qu'on va vous déposer et on est parti les déposer. Au moment de rentrer, on essaie de chercher un taxi. On cherche le taxi, on cherche le taxi, il n'y a pas de taxi. Donc, on est en train de marcher, marcher, marcher jusqu'à qu'on trouve un véhicule qui nous ramène jusqu'au quartier. Et on arrive, il est 4 heures. Quand on arrive, on descend du taxi, on descend, on est en train de rentrer. Et juste en route, il y avait une poubelle. Et cette poubelle, il y avait un jeune fou qui restait là. C'est un fou, on avait construit une petite cabane pour lui. C'était un prêtre qui venait tout en lui rendre visite, tout en lui amenant la nourriture. Les gens ne comprenaient pas. C'était un fou comme ça. D'accord. Donc on rentre. Je suis un peu fatiguée avec le monsieur et on parle, on parle, on parle. Je regarde un peu vers des compteurs, vers l'herbe. Je vois ce fou-là en train de se cacher. Je dis, bon, je ne prends pas peur, mais je dis à monsieur qui regarde, tu as vu le petit là, le petit fou là. Et monsieur dit, ah, je ne vois rien. Oh, je regarde bien. Oh, je ne vois rien. Oh, regarde encore. Il regarde, ah oui, c'est vrai. On est en train de marcher. Quand on entre le marché, on marche, on marche, on marche, on marche. À un niveau, je regarde derrière moi, je vois le fou qui est en train de nous suivre. Mais quand il est en train de nous suivre, il a complètement changé sa manière de marcher, complètement. En fait, il marchait comme si c'était un animal, en fait, comme si c'était un gorille. Un gorille, il marchait. Et quand j'ai laissé m'enlever sa main, quand il a commencé à changer sa manière de marcher, j'ai eu peur, la peur de ma vie, j'ai tremblé. Depuis ma tête jusqu'aux pieds, je tente de trembler. La fraîcheur qui m'a saisi là, je n'ai rien compris. J'ai tenté de trembler, 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 trembler. Et quand je tremble comme ça, Seigneur mon Dieu, le papa me dit, calme-toi, calme-toi. Vu que c'était un ganga, je l'ai précisé dès le début, c'était un ganga. Il me dit, calme-toi, calme-toi. Mais je n'arrivais pas à me calmer. C'est comme si mon âme et mon esprit voulaient sortir en fait. C'est comme si mon âme ou mon esprit voulait sortir. Donc, le fou en train de s'avancer. Et quand il s'avance, les pas qu'il faisait, j'avais peur. Je sentais comme si j'étais en danger, en fait. J'étais en danger. Et le gars là me dit, calme-toi. Il avait des bracelets et des chaînettes, ce monsieur-là, il avait des chaînettes et des bracelets. Il a commencé à allumer d'abord la cigarette parce que chez nous au Gabon, on dit que si par exemple vous êtes bon, c'est un ganga là, lorsque vous êtes en présence d'un mauvais esprit, lorsque vous allumez la cigarette, la fumée là va le faire fuir. Il allume la cigarette, il est en train de faire des incantations, il est en train de parler dans leur langue de bouddhiste là. Tout est de parler. Moi, j'ai tenté de pleurer, ma mère, je dis, je pleurais, je pleurais. Il me dit, calme-toi, calme-toi. Il pose sa main sur mon cœur, il me dit, calme-toi. Comme s'il parlait à mon cœur, à mon âme, que genre, reste tranquille, reste tranquille. Il prend la chaînette qu'il avait, il me porte ça autour du cou. On se met juste au coin du mur. On se met au coin du mur. Il porte la chaînette autour du cou. Il porte ça. Quand il porte ça, il me fait porter ce temps pour moi. Désolé, il fait porter ça. Et tout ça, le fou en train de marcher, en train de nous observer. Il est en train d'avancer. Il était au minimum 2 mètres. Oui, 2 mètres de nous. Et on est maintenant coincé au mur. Il prend son bracelet qu'il avait au poignet. Il me fait porter ça. Je te dis, DMJ, quand il me fait porter le bracelet là, je suis toujours en train de pleurer avec la panique. Mais j'essaie de me calmer. Après un moment, il s'accroche à moi comme si on faisait un câlin. Il s'accroche à moi.
Il me dit, reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Et à un moment, c'est comme si on avait disparu. Parce que le foule était déjà à 1 mètre de nous. Mais il faisait les signes comme si il était en train de nous regarder. Il était en train de chercher où on était. En fait, il faisait genre, tu vois, quand tu regardes quelqu'un, tu bouges la tête, tu te poses la question, oh, mais la personne là est où? Genre, c'est sa manière, c'est le signe qu'il faisait. Il essaie d'avancer. Mais quand il avance, il est en train de bouger encore la tête. Genre, ils sont où? Ils sont où? Donc, c'est comme si on avait disparu. C'est comme si on avait disparu ce jour-là. Après, comme ça, il a essayé d'avancer. Il était presque à côté de nous. Il sentait que non, il n'était plus là. Après, le fou, là, il a tourné son dos. Quand il a tourné son dos, il a fait 1 pas, 2 pas. Il s'est transformé en sachet devant mes yeux. Fou, maman. Il s'est transformé en sachet, le sachet. Et tente de s'envoler. Le fou a disparu devant mes yeux, mon Dieu, mon roi. Il a disparu. Quand il a disparu comme ça, maman, c'est comme si mon âme a dit, ou mon corps a dit, non, moi, bon, mais je pars, je te laisse d'abord ici. J'ai eu la peur, j'ai pissé. Je ne sais pas que la peur faisait pisser. J'ai pissé sur place. La jupe que j'avais inondée d'urine. Après, j'ai dit au papa là que il me dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Il me secoue, comme si là, je devais perdre la tête. Il me dit, j'ai dit, bon, non, maintenant là, on rentre. Il me dit, on ne peut plus rentrer. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, je vais t'expliquer ça demain, mais on ne peut plus rentrer. Parce que là, il y a une grande cérémonie mystique qui se passe juste devant. Juste devant. Et si on traverse là, toi-même tu vas, parce que moi je suis initiée, moi je suis protégée, mais tu n'as pas de protection en fait. Tu pourras voir les choses, parce que ce que tu fais un peu de voir là, c'est pas d'abord le fou, c'est l'esprit du fou là qui partait en balade. J'ai dit, maman, quand il a seulement dit ça, c'est comme si je m'avais perdu. J'étais loin. Après, maman, comme ça. Comment dire, donc on remontait, maintenant on fait la route pour prendre le taxi et aller dormir une autre place. Donc comme on remonte comme ça à la route, on remonte, on regarde la place où le fou là se trouve, il n'est pas là. On a pris le taxi, quand on a pris le taxi, on descend du taxi, on part vers un autre quartier, maintenant pour se reposer. On part là-bas. Dès que je dis je veux me soulager maintenant, maman, c'est comment tout est sorti de l'intestin, c'est sorti, tout ce qui était dans le ventre est sorti, ce que je peux dire. On est rentré, on a dormi, je me suis nettoyée, tout. Je n'ai même pas dormi, je tentais de penser à ça, j'avais la frayeur. Le lendemain, on rentre maintenant chez nous tranquillement. Lorsqu'on rentre, il part vers son temple là, quand on rentre dans son temple. Et il part dans son temple, moi je rentre dormir chez moi. Après, vers 15h, il me réveille, il me dit, viens à bord. Il me parle, il me dit, tel. Il m'appelle mon nom en fait. Tel. Oh non. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Il m'explique maintenant ce qui s'est passé. Il me dit non. Est-ce que tu as l'habitude de rentrer ici en retard, les heures tardives? J'ai dit oui, j'ai l'habitude de rentrer ici aux heures tardives, 3h du matin, 4h, 2h, 6h, mais c'est trop. 5h, j'ai rentré chez moi, la distance, seule. Même pas un chat à côté de moi. Même les bangandos, même les bandits avaient disparu. Moi, j'ai rentré là-dessus. Il me dit, on t'avait déjà remarqué, ces esprits-là t'avaient déjà remarqué. Mais pose la question, est-ce que quand tu marchais, tu sentais pas les prisonniers? Oui, des fois, je sentais comme si je marchais avec des personnes. Genre, des fois, je marchais, genre, je parlais même déjà même seule, en fait. Après, il me dit, oh, c'est parce qu'on t'avait déjà remarqué et que ce fou-là t'avait déjà remarqué. Ce n'est pas tous les fous que tu vois, fous là qui sont malades mentales, ils sont simples. De fois, eux-mêmes connaissent l'origine de leur maladie. Donc, ce fou-là t'avait déjà remarqué. Et quand tu entrais tous les jours, quand tu sortais là, quand il t'avait remarqué, tu passais là, côté, il te voyait. Maintenant, le fou avait décidé dans leur monde mystique là que moi, je veux une femme.
Le foule avait décidé que moi, je veux une femme dans le quartier. Maintenant, ah bon, oui, tu veux. Donc, dans leur monde, ils ont dit, oui, ah, tu veux une femme? Oui, je veux une femme. Après, ok, choisis la femme que tu veux. Il avait dit, ah, telle fille, comme s'il m'avait écrit donc dans le monde mystique. Et donc, ce jour-là, si j'avais le malheur de rentrer tard ce jour-là et seul, ou même pas seul, quelqu'un qui n'avait pas la connaissance du monde astral, là, si je rentrais seul là, je devais soit devenir folle, ou si ce fou-là me frôlait seulement, je devais déjà avoir une alliance, mariage avec ce malade mental là, dans le règne de l'esprit, bien sûr. Donc, je devais avoir cet esprit-là, dans le règne de l'esprit. Je devais avoir ce mariage-là, en fait, je devais devenir soit folle ou avoir cet esprit, cette relation-là, dans le règne de l'esprit. Donc, c'est un peu ça ma petite histoire. Et Dieu merci, après ce que j'avais vécu là, on m'avait dit de ne peux jamais rentrer tard. Donc, je limitais mes sorties. Quand je rentre tard, au minimum 22 heures. Et si 22 heures a déjà dépassé, je dors là où je suis sortie, où j'étais. Donc, cette histoire, c'est un peu pour sensibiliser nos jeunes sœurs et jeunes frères aussi. Parce que Dieu merci, je ne fais plus cette vie, je ne suis plus dans cette vie. J'ai commencé à prier, je donnais ma vie au Seigneur. Donc, des choses comme ça, je ne fais plus. Les sorties, j'ai arrêté, bref. Donc, c'est plus sensibiliser nos jeunes sœurs, jeunes filles et frères. Donc, c'est dire que les sorties inutiles, là, ça ne sert à rien. Lorsque tu sors les nuits, tu entres dans ces heures tardives, là, on t'a déjà remarqué, ces esprits-là t'ont déjà remarqué. Et c'est pour cela que des fois, tu sors la nuit, tu sens des présences, et et tu sens un grand vent, et des fois quand ce vent-là va te toucher, tu as senti ce vent-là, soit tu as devenu, je ne sais pas, une fille de la rue, je ne sais pas, en fait tu as mené une vie bizarre, une vie très bizarre. Voilà, donc c'était un peu ça ma petite histoire. Cette histoire aussi, il y a aucune autre histoire à l'intérieur, mais peut-être plus tard, je raconterai cette histoire. Merci encore, DMJ, et que Dieu vous garde et vous bénisse encore. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on écoute la 9e histoire. Bonsoir, DMG. J'appelle de l'Europe. C'est la première fois que je suis une nouvelle auditrice. En fait, je voudrais raconter mon histoire. Aujourd'hui, j'ai un certain âge et quand j'étais encore en Afrique, je n'aimerais pas dire le nom de mon pays. Quand j'étais encore en Afrique, j'étais tellement belle. DMG, j'étais belle au point où me regarder dans un miroir même, moi-même, me gênait. Alors, dans le temps, j'avais mon petit ami et quand il a fait un truc qui ne m'avait pas plu et j'ai été très frustrée. Je suis quelqu'un de très sensible. J'ai été très frustrée, j'ai beaucoup pleuré et après j'ai connu le père de ma fille. Et quand j'ai connu le père de ma fille, c'était quelqu'un qui revenait de l'Europe. Et moi, j'étais tellement belle et il m'a beaucoup appréciée. Il m'a donné de l'argent et je lui ai dit, si tu veux que je me mette avec toi, tu dois me donner plus d'argent. Parce que j'ai vu qu'il avait les moyens, il revenait de l'Europe, il était venu pour investir au pays. Et il dit que ce terre que j'avais là, lui avait plu. Alors, du coup, on s'est mis ensemble. Et puis, il m'a doté et tout, et j'ai eu ma fille. Et dans le temps, il avait eu des problèmes financiers parce qu'il travaillait avec ses parents, ses cousins et tout. Beaucoup l'ont détourné son argent, sont venus en Europe dans son dos. Quand on dit dans son dos, c'est-à-dire que sans qu'il ne sache avec son argent. Et du coup, lui aussi, il vivait la belle vie. Moi, j'étais jeune, on vivait la belle vie. Il n'avait pas quelqu'un vraiment pour l'encadrer. Et il était aussi jeune, hein?
Mais moi, j'étais très jeune que lui, mais lui, il était aussi jeune, puisqu'il avait 30, 31 ans, quelque chose comme ça. Alors, quand j'ai fait ma fille, pour finir, quand il y a eu l'année blanche au pays, il m'a mis dans un pays de l'Afrique. J'ai passé un concours là-bas qui a marché. Mais je ne partais pas à l'école. Je me promenais, mes amis, on partait de pays en pays, c'était comme ça. Et il y a les gens qui me voulaient, les ambassadeurs, ceci, cela. Mais je n'étais pas intéressée. Et à la fin, je me suis retournée au pays puisqu'on a voyagé. On allait jusqu'à Norvège. Et il y a un ambassadeur, comme il voulait de moi, il a réussi à foirer ce voyage. Même arrivé à l'aéroport de l'Italie, les Italiens ont dit que non, eux ne me contrôlent pas, que moi je suis trop belle, non, je n'ai jamais vu une femme aussi belle. Ils n'ont pas contrôlé. Pourtant, en ce temps, j'ai voyagé le passeport de ma grande soeur. Ils n'ont même pas regardé dans le passeport. Et puis, après, quand on nous a rapatriés, lui, il est resté dans un pays de l'Afrique. Et puis, moi, j'ai fini par rentrer dans mon pays d'origine. Alors, j'étais tellement jeune, ma mère m'a réinscrit à l'école et tout, puisqu'elle dit qu'elle a eu des problèmes avec les parents mes parents paternels. Ils l'ont fait asseoir, ils l'ont mis au fauteuil blanc, ils ont dit qu'elle m'a vendu. Alors, j'ai repris l'école et lui, il m'appelait à tout moment. Comme lui, il a ses papiers, il avait un passeport européen, vraiment papier. Il avait ses papiers déjà. Il a cherché à retourner en Europe pour étudier et puis il s'est réinstallé. Puisque au pays, il avait eu beaucoup de problèmes financiers, il avait l'argent des gens, il n'a pas satisfait leurs besoins et tout. Donc, il y avait des problèmes de police et tout. Donc, lui, il a préféré aller en Europe. Donc, il m'appelait à tout moment. Il voulait qu'on se remette ensemble. Il voulait que je revienne le trouver en Europe et tout. Et ma mère disait non, apporte ton bac. Elle ne voulait pas. Parce que même quand je suis retournée au pays, elle était contente, elle disait qu'elle allait faire une fête. Puisque pour elle, elle n'était pas sûre de pouvoir me retrouver, de pouvoir me voir encore. Quand je suis revenue, elle était contente. Puis elle a toujours dit que quand j'étais plus jeune, elle avait peur. Elle se disait que peut-être on allait me voler. Elle se disait qu'on peut me voler à cause de la beauté que j'avais, c'est ce qu'elle disait. Donc, quand je suis retournée, lui, il n'a pas été malin. Il a connu une femme dans le dernier pays africain où il était. Il a connu une femme là-bas, puis il a fait un enfant avec la femme. Et un jour, il a envoyé les cadeaux, il a ramené les cadeaux à sa fille, qui est ma fille, notre fille qu'on a eue. Il a ramené les cadeaux à sa fille. Et quand on a déballé les cadeaux, il y avait l'argent caché. Et puis, il y avait des photos. Il a amené une photo du bébé qu'il a eu avec la femme qu'il a eu dans l'autre pays avant d'aller en Europe. Du coup, moi, j'ai failli m'évanouir. J'ai parti en arrière. Et puis, c'est ma mère qui m'a arrêté. Elle a dit, oh, monsieur, il ne peut pas changer. Il a dit, c'est quoi? Et puis, elle a vu la photo. Elle a dit, monsieur, il ne peut pas changer. Donc, du coup, il a fait un enfant là-bas, non? Moi, comme je t'ai dit, je suis sensible. Ça m'a fatiguée encore. Quand ça m'a fatiguée. Donc, c'est au coup des films, même moi, je disais à sa fille de prendre. Sa fille, même, deux fois, elle disait, ah, papa, maman me fait mal. Qu'elle cause d'elle le téléphone d'avant, là. Elle attrape le téléphone, elle est fatiguée d'écouter. Et puis, c'était comme ça, je me suis mise avec quelqu'un d'autre. Donc, quand je me suis mise avec quelqu'un d'autre après le bac, j'ai fait une grande école. Quand je me suis mise avec quelqu'un d'autre, il était étudiant. On était ensemble, mais il me disait chaque fois que lui il veut enfanter. Et ma mère m'encourageait encore. Puis la première grossesse, c'est maman qui m'avait encouragée. Elle me disait, fais ton enfant. Parce que c'est après elle a avoué qu'elle avait peur qu'on me vole. Donc elle m'encourageait à faire les enfants, même sur les bancs, elle m'encourageait à faire les enfants. Donc c'est grâce à elle. Seulement, je disais qu'après mes études. Donc du coup, elle m'encourageait encore. Qu'il est à l'université, il va sortir médecin, il sera bien, et toi aussi, tu vas finir tes études, ça va t'encourager. C'est-à-dire que si elle marche chez lui, c'est bon aussi. Et puis, pourquoi pas de faire mes enfants, elle a ses amis qui ont fait les enfants sur les bancs, et ils ont grandi avec les enfants, de faire. Et l'enfant ne venait pas. Et lui, à chaque fois, comme il était dans la médecine, lui-même, il programmait même plus que moi. Il payait les tests de grossesse, tout ça. Et à chaque fois, quand il faisait les tests de grossesse,
ça ne marchait pas et puis pleurer. Puis je lui ai dit un jour, mais tu pleures pourquoi? Tu crois pas en Dieu ou quoi? Pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. Il faut mettre ta foi en Dieu. Arrête tes tests, les théories là, les tests de grossesse. Toi, arrête ça. Comme ça, je lui ai dit. Et puis, je crois que ça l'a touché. Et puis, il arrêtait ces histoires de stress, des tests de grossesse et tout. Puisque il avait maintenant, il avait fini. Quand il avait fini, maintenant, il a fait le stage. Et quand il a fait le stage, et puis, on l'a affecté. Chez nous, c'est comme ça. Après, on l'a affecté. Parce que après, il faut passer le concours pour exercer en fonction publique. Et puis, après, on l'a affecté. Donc, on l'a affecté. Maintenant, il était le médecin-chef de là-bas. Je partais là-bas souvent. C'était comme ça. Donc, j'étais allée là-bas où il était le médecin-chef. Puis moi, j'étais en ville. Puis c'était dans une grande école. J'étais à la capitale. Et puis, lui, il était le médecin-chef dans une autre province. Comme ça, on dit non. Autre province. Alors, un jour, mes soeurs m'ont appelé. Et puis, elles ont dit mon nom. Je ne vais pas dire mon nom ici. Elles ont dit mon nom, comme on va dire. Nathalie, tu dois venir. Puisque quand je partais prier souvent, dans mes groupes de prière, il y avait un groupe de prière, je partais prier là-bas beaucoup. J'ai quitté loin mon quartier pour aller prier dans le quartier de ma mère. Et ainsi, j'ai amené aussi une de mes cousines qui avait un côté malade. Pied, mais c'était malade. Maintenant, ça fonctionnait plus. Pour rien comme ça. Donc, je l'amenais prier. Je l'amenais moi. Parce qu'il partait dans le groupe de prière là, 2 fois dans la semaine. Puis, je suis catholique. Et quand je quittais loin où je vivais, en cité, pour aller dans le quartier de ma mère prier. Puis, on se croisait chez ma mère. Puis, on partait prier là-bas. Donc, à chaque fois, 2 fois dans la semaine, je venais chez ma mère pour aller prier là-bas. Et c'est comme ça, j'amenais ma cousine là. Et c'est comme ça, un jour, j'étais venue encore chez ma mère pour aller prier là-bas. Puis, vous savez, avant là, on raquettait les gars. Des fois, les gars sont là et puis ils sont fonds de toi, mais ils vont te dire, même si tu sortais, moi, il faut m'inviter. Ils sont malins, ils se disent que oui, dans ça, ils peuvent t'avoir un jour. Donc, il y avait plein d'amis hommes, et puis je suis une femme même, j'ai beaucoup d'amis hommes depuis l'école primaire. C'est comme ça qu'ils sont en contact avec moi, d'autres jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est ainsi qu'un jour, je partais à la cabine, je me suis dit que je vais appeler un de mes amis, peut-être dans le temps, là, il y a avoir peut-être un 5 000, 10 000, lui, pour me dépanner un peu. C'est dans ça, j'ai parti appeler. Puis, il y a 2 hommes qui m'ont arrêté. Je vois un qui est en tapette. Et puis, un, qui était habillé normal. Et puis, celui qui est en tapette là, il a dit à l'autre de me dire quelque chose. Puis, l'autre me dit que, il dit, tu t'en vas téléphoner, tu t'en vas à la cabine téléphoner. Il est tiqué. Quand il est tiqué, il a dit, il dit que tu t'en vas appeler un homme à la cabine téléphonique de te dire que quand tu étais enfant là, tu as eu un enfant. Il est tiqué encore. Et puis, le monsieur dit de te dire que le papa de ton enfant là, il a mis serpent dans ton ventre. J'ai commencé à trembler sur moi. Nous, on est croyants, mais affaire de foi, la foi là. On dit la foi, c'est un don de Dieu. Vraiment, c'est un don de Dieu. On est né dedans, dans la croyance, mais 2 fois, les parents, on voyait nos mamans là, des fois, elles partaient consulter. Tout ça, là, ça nous a fatigués. Donc, du coup, quand il a dit ça, le monsieur a dit que l'argent que tu as sur toi, là, de lui donner ça, et puis il va faire ta délivrance. Moi, j'avais au moins 15 000 sur moi, quelque chose de 15 000 plus. Il a tout donné. Parce que là, il y avait délivrance. Pourtant, je suis venue pour aller à la prière. Je suis quittée dans ma commune pour venir pour aller à la prière. Mais là, il a dit de donner l'argent, il a donné. Tellement ma foi était très faible en ce moment. Pourtant, il était toujours à l'église. Il y avait un groupe de prière encore à l'église catholique. Et puis, il partait dans un groupe de prière encore 2 fois dans la semaine. Loin de chez moi. Mais c'est moi, quelqu'un m'arrête et puis je donne l'argent. Donc maintenant, j'ai dit oui, je veux. J'étais là parce que je voulais la délivrance. Et puis ils disent que oui, ok, ils vont me parler, ils vont m'expliquer comment ça s'est passé. Donc le temps d'aller me mettre quelque part là, pourquoi on cause là, je vois la femme chez qui on va faire délivrance, je vois son fils passer. Et puis j'ai dit mais Dominique, ça c'est un signe, c'est un signe. Il a dit mon nom. Il a dit ça c'est un signe pour montrer que tu dois pas écouter cela. En même temps,
Ils me disent qu'ils vont m'amener au bord de l'eau. Mais je vais voir quelque chose sortir de l'eau là. Si je vois quelque chose de sortir de l'eau là, de ne pas avoir peur. Ça sera genre bizarre, mais de ne pas avoir peur. Maintenant, moi, maintenant, il était là, il dit, ah, mais de toute façon, tu as vu le frère là. Tu ne dois pas les écouter. Il faut partir, quelque chose me parle. Et puis, je suis là, je les laisse parler. Puis, il me dit encore que c'est dans ça, avant que je vais aller au bord de l'eau là. Puis l'autre, il ne parle pas français. Hein. Celui qui dit qu'il est quitté au Mali, là. Il ne parle pas français. Hein. Pour m'aborder là même, là, ils ont dit que oui, le gars cherche quelqu'un qui s'appelle Tan, qu'il est quitté au Mali. Et est-ce qu'il ne connaît pas le monsieur, que le monsieur habite dans une autre commune. Il dit, monsieur, ils disent quoi même? Ça ne tombait pas debout. C'est où il a dit que tu t'auras appelé dans la cabine, là. C'est là ils m'ont eu. Où il a dit que tu as fait enfant quand tu étais enfant. Et puis voilà, le monsieur a mis ses points dans ton ventre. Il a voyagé, il a langue Guinée, là. C'est là ils m'ont eu. C'est dans ça maintenant. Où ils vont tout gâter là. Il dit, celui qui est bien habillé là, il dit que l'autre l'a dit, me dit que je dois coucher lui d'abord. Avant, ils vont aller faire le travail. Qu'est-ce que ça se passe? Mais j'habite où? De venir, je vais leur montrer où j'habite là. On va faire un rendez-vous. Et tellement, je ne savais plus quoi faire, je leur ai montré où j'habite chez ma maman là-bas. Et puis, on a fait le rendez-vous. Je ne suis pas venue au rendez-vous, hein. Il a fui, je ne suis pas venu au rendez-vous. Parce que le fait même qu'il a dit, il doit coucher l'autre là. J'ai vu que c'est n'importe quoi. C'est que, où ils ont gâté mon totem là. C'est couché là. Ça m'a fait fuir. C'est là qu'il m'a sauvé. C'est dans ça maintenant. 2 ans après, quelque chose de 2 ans après, mes grands-soeurs m'appellent. Il était dans l'autre ville là-bas. Le papa de mon second enfant là, mes grands-soeurs m'appellent. Mes grands-soeurs sont très sages, elles sont éduquées, c'est des femmes très éduquées, mais elles m'appellent, faut venir que la camarade de ma cousine, elle qui je vais prier 2 fois par semaine là, ma cousine est venue avec sa camarade, puisque ma cousine elle a reçu sa délivrance devant moi, elle a été délivrée, guérie tout, hein. En même temps elle a commencé à faire le prophétie, donc maintenant, elle va dans une église dans son secteur là-bas. Elle a connu une camarade, elles font le prophétie, elle prie pour les gens. Elle a eu sa délivrance, elle a reçu la prophétie, c'est dans ça maintenant. Elles disent que oui, ma cousine est venue avec sa camarade a prié pour elle. Mes grands se disent, sa camarade a prié pour elle toutes. Et qu'elle a vu ma photo dans le salon de mes parents. Sa camarade dit qu'elle veut me voir, elle n'a qu'à m'appeler, elle veut me voir, qu'elle dit de venir. Donc du coup, j'ai dit, mes soeurs, elles sont très sages, elles ne sont pas comme ça. Donc je dois prendre ça au sérieux. Puis j'ai dit au père de mon fils, je lui ai demandé la permission, puis je suis venue sur la capitale. Quand je suis venue, et puis la fille m'a dit, j'ai vu la fille, effectivement, on a fait rendez-vous, elle est venue, on allait dans la chambre. Quand on allait dans ma chambre, elle a dit d'attacher le foulard, on a prié. Et puis, quand j'ai attaché le foulard, on s'est mis en genoux, on a commencé à prier. Puis elle me dit, j'ai un serpent dans le ventre. Je suis sautée. J'ai dit, Puis c'est que, comme moi, l'autre là m'avait dit là, je n'ai jamais dit à quelqu'un, parce que c'est quelque chose même là que tu préfères même oublier, puisque tu ne sais pas comment tu as dit à quelqu'un. Et depuis 2 ans, on m'avait dit, je cherche à faire enfant, et le père de mon fils là, ça ne venait pas. Et en temps lui, il a commencé à exercer, l'argent rentrait. En temps lui-même, il a été héritier de sa grand-mère. Donc il y avait le jeton même, c'était bon. Donc maintenant, il pleurait maintenant pour enfant, Et ma mère m'encourageait, mon père, puisque mon père était ami à son père dans le temps, ça, après on a découvert tout ça. Et lui, il a fréquenté les essais, ma grande soeur, tout ça. Donc c'était cool, quoi. Et on est de la même ethnie. C'est dans ça maintenant. J'ai dit, quelqu'un m'a dit ça là. Oh! Parce que je n'ai jamais dit à quelqu'un. C'est que l'autre m'avait dit depuis presque 2 ans. Donc c'est dans ça maintenant. Elle a posé, la petite fille a posé sa main, une main sur moi. Et puis elle a dit, calme-toi, tu sais, Dieu ne ferait pas tes enfants. Et puis elle dit, et puis l'autre, quand il a expliqué, elle a dit, elle allait voir le serpent sortir en bas de moi. Maintenant, il a dit que... Elle dit non, Dieu ne fait pas ses enfants, calme-toi. Il a dit, mais moi, je ne vais pas voir le serpent sortir en bas de moi. Elle dit non, calme-toi, que tu n'as pas à voir le serpent quand il va sortir en bas de toi. Mais tu as le voir quand il va sortir de ta chambre. C'est là qu'il me suis apaisé. Puis elle a dit, on va prier. Et que tu sais pourquoi Dieu veut faire ça pour toi? J'ai dit non. Elle dit, Dieu veut faire ça pour toi parce que c'est le papa de ta fille qui a mis ça dans ton ventre. Mais Dieu veut faire ça pour toi parce que lui, il a fait ça pour ne pas que tu enfantes encore avec un autre homme. Parce que lui, il allait faire ça pour
Peut-être qu'il allait me récupérer après, tu vois, non. Donc, c'est dans ça, elle a dit que Dieu veut faire ça. Là, quand tu vas enfanter, là, quand il va savoir que tu es enfanté, il va savoir que toi, ton Dieu est le vrai Dieu. Qu'il allait jusqu'en Guinée pour faire ça. C'est dans ça on a prié. Quand on a prié là, ADMG. Mon mais ça n'est pas dans quel coup, pas enfin est venu. Quand enfin est venu là, mon mère a dit au va de mon fils un jour, est-ce que tu sais que l'enfant n'est pas venu dans une mauvaise période? Il dit, que mon mère voulait te dire, mais il a eu peur que tu étais fâché. Donc c'est dans ça, j'ai accouché DMG. Donc c'était pour parler de mon histoire. On ne peut s'accrocher à Dieu. Aujourd'hui, là, moi j'ai la foi totale en Dieu. Hein. Et aujourd'hui, cet enfant-là, il fait ma fierté. Mes 2 enfants font ma fierté. Et on ne peut s'accrocher à Dieu. Avec Dieu, on ne change jamais. Merci pour ton émission. Merci pour tout. Ça me rappelle le conte d'Afrique au pays quand on partait en colonie de vacances. On nous racontait le conte, même dans les villages, même les soirs, nos tontons. Et ça nous enseignait. On avait oublié tout ça aujourd'hui. Ça nous apporte un réveil. Moi, ça me fortifie encore dans la foi. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et puis on est ensemble. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on écoute la 10e histoire. Bonjour, bonjour, bonjour DMG. Je pense que tout va bien chez vous. Ok, moi aussi, ça va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien chez moi. Je vais raconter mon histoire. Voici mon histoire. 2017-2018. En allant 2019. C'est dans 2018 ça. J'étais partie sur mes oncles. Je veux dire mes tontons, les frères de ma maman. C'est ma grand-mère. C'est ça. Puis j'étais là-bas un jour. Vous savez, si le temps des grandes vacances, il y a les élèves qui sortent pour aller au moins un peu loin. Donc j'étais là-bas. C'est là qu'un jour, je suis partie parce que dans la maison de mon grand-père, il a 3 femmes. Donc c'est trop large. Souvent, je sors là-bas pour partir sur mon tonton. C'est le frère de ma maman. Comme ça, un jour, j'étais partie là-bas et j'étais mes cahiers de maison. Et à un moment, je me suis endormie. Je me suis endormie avec les enfants de le frère de ma maman. C'est là que j'ai dit ok. C'est là, en dormant, je n'ai même pas encore dormi. C'est là que j'ai vu 2 femmes. Dans mes rêves, dans mon rêve, 2 femmes. Elles sont habillées noires. Et les cheveux comme ça. Les ongles, les mains. Ils sont venus pour m'aider. Je ne sais pas ce qu'ils vont enlever. Ils veulent enlever dans mon corps. Donc ils m'appellent. Là, moi, je les vois. Tout a commencé là-bas. Moi, je les vois. Je vais crier, je ne peux pas. Mais j'ai dû prier. Mais je n'ai pas vu le temps que la Bible est rentrée dans ma main. C'est là que je l'ai assassée. Je n'ai plus la Bible. À l'époque, c'était le Nouveau Testament. Je n'avais pas encore la vraie Bible. Quand je suis rentrée, je n'ai rien dit. Comme les grands-mères, les mamans, ils ne croient pas les rêves des enfants. C'est là que je suis rentrée, je n'ai rien dit. J'ai réveillé mes cousines. On est rentré. J'ai dit ok. Par la grâce de Dieu, ça va aller. Je suis allée là, j'ai prié. Comme ça, j'ai dormi jusqu'à le lendemain. Jusqu'à le temps que je partis chez moi. Donc, on est parti chez moi pour retourner à l'école.
Moi, un jour, on est reparti à l'école. Je suis partie à l'école, donc on nous a dit non, on va retourner pour. On va retourner pour. Donc, il y avait la pluie comme ça. Moi, j'ai dit, ah, je vais rentrer dans la chambre. Comme on avait l'arachide dans les sacs comme ça, je vais m'allonger sur ça au moins pour faire 2 minutes ou 1 minute. C'est là, je dormais. Je n'ai même pas dormi. Je vois, je ne sais pas si c'est quoi. C'est comme un lion, mais ce n'est pas lion. Il y a un petit corps, mais c'est comme lion. Ça m'a attrapé le cou. Je vois seulement, hein, je n'arrive pas à prier. Je voulais dire au nom de Jésus, je ne peux pas. Je voulais prier, je ne peux pas. Donc j'ai dû prier dans mon cœur. Il dit, hé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant, c'est moi qui dormais devant la porte. Ce jour-là, j'ai dit à maman, elle ne m'a pas cru. J'ai dit, j'ai vu ça de mes propres yeux. Comme je ne connais pas le nom en français. J'ai vu ça de mes propres yeux comme ça. Donc, ne me crois pas toujours. Malgré que je suis partie pour dormir. Derrière là-bas, j'ai dit, je ne peux plus dormir là-bas parce que j'ai peur. Ça voulait me tuer. C'est là. Un jour comme ça, je dormais encore la nuit. J'ai fait un rêve que j'ai vu. Je partais sur j'ai dit, l'oncle de ma maman. Ils habitent chez nous là-bas, c'est pas loin. Donc un jour, comme ça, je partais dans mes rêves. J'ai vu gorille. Elle est debout comme ça. C'est comme costume de gorille quoi. Mais elle n'est pas gorille. C'est quelqu'un qui est transformé comme ça. Le grand détail. J'ai dit, hey, j'ai prié. J'ai en train de prier comme ça. J'ai en train de prier comme ça. C'est là que j'ai vu la Bible est venue dans ma main. Donc je l'ai chassée. Devant encore, j'ai vu même chose. Il dit, hey, ça c'est pas pour rien. C'est là que je dis, hey, mon Dieu, comment je vais faire? Comme ça, comme je suis venue, comme j'ai dit ça à ma maman, elle ne dit rien, elle me dit non. Les enfants, ils doivent là, ne se réveillent pas. Moi là, je ne me réveille pas. Comment je peux faire un rêve? C'est là, quand j'ai fait le mauvais rêve, je ne dis même plus. Je suis là seulement. Pour ça, pendant 3 fois, ça a transformé, 3e fois, ça a transformé dans mon village, 3e fois. Ça s'est transformé un dinosaure ou quoi là. Oui, je vois ça à la télé. Mais quand j'ai vu ça dans mes rêves là, j'ai vu ça dans la télé, je sais que ils appellent ça comme ça. Le temps là, nous on n'avait même pas la télé là-bas. Il dit, hé, voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Souvent je demande, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai rien fait de mal. C'est ça qu'un jour, ça me dit seulement, quand on m'énerve, ça vient quand on m'énerve, quand je m'énerve en colère, là je pars dans la brousse, je reste là-bas, je ne rentre pas. Je suis là-bas. Ils vont me chercher jusqu'à me trouver. Mais souvent, si on m'énerve, ça me dit, si je bats avec quelqu'un, ça me dit seulement de tuer la personne. De tuer la personne. C'est ça, le rêve là me dit ça. Le lendemain, un jour, je pars. Je suis arrivée. Je ne sais pas ce que mon petit frère avait fait. J'ai oublié ça. Il avait fait quelque chose comme ça. Là, j'ai dit à ma maman. Elle a dit, il s'énerve contre moi. Donc là, je suis partie. Ça me dit seulement de monter, de grimper en haut et de sauter. C'est là que je suis grimpée. Moi aussi, je grimpe bien les arbres. J'aimais bien grimper les arbres pour rester là-bas en haut. C'est comme ça que je suis revenue. Là, je suis partie. J'étais partie. Là, il y a un autre jour qui m'a énervé. Je suis partie dans comment on appelle? Au cimetière. Je suis partie là-bas. Je suis partie là-bas. Je pleure. J'appelle je n'ai plus de papa.
Donc, je pleure là-bas, je pleure, je pleure. Et un jour, un temps, j'ai vu quelque chose est tombé. Boum. Je me suis levée, je ne vois rien. Comme ça, là, j'ai dit, ok. Bah, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Donc, ici, là, ça a fait comme ça a parti. Comme ça, je viens au Gabon en 2018. Comme il sait que je vais me lever pour venir, ils m'ont suivi. Donc, au Nigeria, comme ça. Donc, le jour que, le lendemain, bah, aujourd'hui c'est mercredi, à jeudi, on va partir. On va venir au Gabon ici. Là, j'ai vu la nuit, il y a une fille là-bas aussi qui m'a énervé. Là, ça me disait seulement de prendre machette. Donc, j'ai pris machette. Donc, je voulais lui faire du mal. Lui, elle est quittée le lieu pour partir. Donc, je parle seul maintenant. Je parle seul. Heureusement, il y avait aussi les Béninois, pasteurs là-bas. On s'entendait bien. C'est eux qui m'avaient aidé. Je vois seulement, ça me montre seulement d'aller dans la mer. D'aller là, je suis partie pour m'asseoir devant. Et là-bas, il y a un monsieur qui m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. Je n'ai rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien dit. Mais je parle seulement, je dis je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Là, le monsieur là m'a ramené là-bas, ils ont appelé le prophète là. C'est là qu'ils sont venus pour prier sur moi, pour prier sur moi, pour prier sur moi. Je pas seulement de me laisser, je veux m'en aller là-bas, je veux m'en aller. Ça me dit seulement comme ça. C'est là que ça allait bien. Et le lendemain, on est venu au Gabon ici. Au Gabon ici, je suis arrivée. Mon travail, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quand je trouve ici, non, je trouve ici, non. C'est là que j'ai appelé ma maman pour lui dire, maman, depuis que je suis arrivée, mon travail, ça ne va pas, ça ne va pas. Il a dit, va aller, il y a un de ses frères qui est un féticheur ou marabout là. J'ai dit non, maman, moi je ne veux pas parce que moi, je l'ai conseillé, dit non, moi je ne veux pas marcher dans deux pieds. Je ne veux pas dire que je suis chrétien, je vais encore rentrer ici. Je ne veux pas, on ne veut pas prendre tous les deux yeux pour regarder dans bouteille. Donc j'ai dit de laisser. C'est là que j'ai prié comme ça. Et un jour, j'étais dans un travail. Là-bas, j'ai vu que je suis tombée. Évanouie, je ne voyais plus rien. Je vais laver les assiettes, ça ne va pas. Je vais laver, ça ne va pas. Donc j'ai vu que heureusement, j'avais chauffé de l'eau pour déposer à côté. Par la grâce de Dieu, je suis tombée là. Je n'ai pas arrivé là où il y a de l'eau chaude. Il y avait ma patronne et mon patron là-bas. Donc ils ont couru pour venir m'aider. Je ne pouvais plus rien dire. Mes dents étaient serrées. Je ne peux plus rien. Je vois seulement pour rien. J'entendais, mais je ne peux rien dire. Je ne peux même pas me lever. Donc, ils m'ont amené à l'hôpital. Les hôpitaux, là-bas, ils ont dit que non, il n'y a plus le sang, il n'y a plus de l'eau dans mon corps. Donc, ils sont partis pour payer de l'eau. Ils ont fait de l'eau, ils sont partis pour payer. Ma soeur est partie pour payer le sang avec l'ordonnance de la patronne là. Comme ça, jusqu'à je suis revenue. Jusqu'à je suis revenue. Et j'ai trouvé notre travail. Ça ne va pas. J'ai trouvé notre, ça ne va pas là. J'ai dit, oh Dieu, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont fait là-bas. C'est toi seul qui sais ce qui se passe. J'ai pris comme ça jusqu'à un jour. Je suis partie là, l'agence, là où la maman qui cherche le travail pour nous. Là, j'ai appelé et il m'a dit de venir. Là, je suis venue là, ma patronne là, je suis là. Un jour, je l'ai appelé.
Donc, il m'avait appelé. C'était pas moi qui viens ici. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Et c'est moi qui est venu ici. Voilà, je suis là ici jusqu'à aujourd'hui. Ça fait bientôt 2 ans et demi. Je suis là ici. Et je veux dire aux femmes, nos parents, je vous en prie, vous les parents qui négligent les enfants, si vous dites quelque chose, pardon, ne négligez pas. Ne dites pas que non, il dort, ne se réveille pas. Même le bébé qui est né aujourd'hui, il fait les rêves bizarres. Si ma maman m'avait écouté, je ne devrais pas devenir folle, devenir quelqu'un qui ne... J'étais devenue quelqu'un de folle. Quand on me parle même, je n'écoute pas. Si je trouve quelque chose, c'est comme de faire du mal aux gens. Au moins, on pouvait prier sur moi pour que ça aille bien. Donc, je vous en prie, les mamans, les parents, croyez vos enfants. Si vous dites quelque chose, croyez-les. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a les mamans qui ne croient pas. Oh non, c'est les rêves, c'est non, rien. Prends tout ton temps et reste à côté de cet enfant et écoute la personne. Tu peux l'aider. Pour ça, si ma maman avait cru, je devais lui dire tout ce qui se passe sur moi. Mais comme il n'avait pas cru, j'ai dû laisser. Donc, je vous en prie, les parents, ayez confiance à vos enfants. Prenez-les au sérieux et croyez-les. Si vous dites quelque chose, c'est vrai. Cherchez à savoir pourquoi. Donc ne néglige pas. DMG, voilà mon histoire. Mais c'est là beaucoup, mais ça c'est pour moi-même. Ce qui s'est passé sur moi. Donc, il y en a beaucoup, il y a les histoires, mais c'est pour cela. Je laisse là maintenant. Je salue tout le monde. Abonnez-vous et likez, partagez aussi. Je vous aime tous. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va être postée à 12h00 demain. Et d'ailleurs, on poste tous les jours à 12h00 10 histoires mystiques. Si vraiment tu aimes le concept, abonne-toi, donne un peu de force, laisse un commentaire, dis-moi d'où tu regardes la vidéo, partage, commande. Et quand on dit partager, s'il vous plaît, c'est copier le lien de la vidéo et envoyer dans les groupes WhatsApp, Telegram et autres. Merci, portez-vous bien, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.